Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet crucial à l'hôpital, les soins critiques. On sait que c'est vital, mais comment ça s'organise vraiment derrière les portes? Grâce aux documents qu'on a pu consulter, on va essayer de décortiquer un peu le fonctionnement des fameuses USI, les unités de soins intensifs, et aussi des USC, les unités de soins continus. Et l'idée, c'est vraiment de clarifier les différents types d'unités, leur taille optimale, et puis le rôle un peu spécifique de ces USC. Oui, exactement. Et au-delà de juste décrire, on va essayer de saisir la logique. Pourquoi c'est fait comme ça? Parce que, la façon dont ces unités sont pensées, ça a un impact direct sur les patients, bien sûr, mais aussi sur l'utilisation des ressources. Alors, commençons peut-être par les UCI. Les documents, ils montrent qu'il y a, en gros, deux approches pour les organiser. D'un côté, on a des unités très spécialisées, genre neurochirurgie, grand brûlé. Et de l'autre, une approche qu'on appelle multidisciplinaire. Celle-là semble plus fréquente dans pas mal de pays. C'est ça, c'est un point important qui ressort. Et ce qui est intéressant, c'est que même si la médecine va vers toujours plus de spécialisation, eh bien, en soins critiques, on préfère souvent cette vision plus large, plus généraliste. La raison ? C'est que la physiopathologie, les mécanismes derrière l'état critique, elle a souvent des points communs finalement, quelle que soit la maladie au départ. Regrouper, ça permet aussi de mieux utiliser les équipements qui coûtent très cher et puis un personnel qui est très pointu. Après, il y a des exceptions, bien sûr. Les soins pour le cœur, les coronariens ou pour les enfants, la pédiatrie, ça reste souvent des unités séparées. Ah oui, ça c'est assez classique. Et un chiffre m'a vraiment interpellé dans les sources, c'est que ces lits de soins intensifs, ils ne représenteraient qu'environ 10% du total des lits d'un hôpital. Quand on pense à quel point c'est crucial, ça te donne une idée de la concentration de moyens, quoi. Tout à fait. Ce chiffre montre bien à quel point ce sont des lits exceptionnels. Et cette concentration, justement, ça amène la question de la taille idéale d'une USI. Les sources suggèrent qu'il y a une sorte de bonne taille, si vous voulez. Idéalement, ce serait entre 10 et 14 lits. Si c'est trop petit, moins de 4 lits par exemple, eh bien le personnel risque de manquer d'expérience face à des cas très variés. Et à l'inverse, si c'est trop grand, disons plus de 20 lits, là c'est la gestion, la coordination qui deviennent très compliquées. Ça peut nuire à la qualité des soins. Il y a même une limite qui est parfois citée, pas plus de 12 patients par équipe médicale pour vraiment garder une qualité optimale. D'accord. Donc, ni trop petit pour l'expérience, ni trop grand pour la gestion. C'est logique en fait. Et cette limite de 12 patients par équipe, ça souligne l'intensité du travail. Précisément. Et ces contraintes en USI, ça pose une autre question. Qu'est-ce qu'on fait des patients qui ont besoin de plus de surveillance qu'en service classique, mais peut-être pas, ou plus, de toute la machinerie de l'USI? Et c'est là justement que les documents parlent de l'unité de soins continus, l'USC. On parle aussi parfois de soins intermédiaires. L'USC, oui, ce fameux niveau intermédiaire. Alors, comment ça marche concrètement? Elle fait lien, c'est une sorte de pont géographiquement. Elle est souvent juste à côté de l'USI ou rattachée. Elle accueille des patients qui ont une défaillance aiguë d'un seul organe ou ceux qui sont à haut risque d'en développer une. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est sa double fonction en quelque sorte. Elle peut recevoir des patients dont l'état s'aggrave dans les services normaux. On appelle ça le step-up. Ça évite parfois une admission directe en USI qui est plus lourde. Et inversement, elle permet aussi aux patients qui vont mieux en USI d'en sortir un peu plus tôt pour une surveillance encore rapprochée avant de retourner dans un service classique. C'est le step-down. Ah d'accord. C'est une sorte de zone tampon hyper surveillée mais moins intense que l'USI. Et niveau matériel, j'imagine qu'elle doit quand même être bien équipée. Les sources disent un peu comme les urgences, avec même la possibilité de ventiler si besoin. Oui, tout à fait. Cette capacité à réagir vite, c'est essentiel. L'USE, c'est pas juste une salle d'observation, c'est vraiment un maillon actif dans le parcours. Ça aide à mieux gérer le flux des patients critiques, à optimiser l'utilisation des lits d'USI, on a dit qu'ils sont rares et chers, et surtout à adapter le niveau de soins aux besoins réels du patient au bon moment. C'est clé pour que tout le système soit efficace. Bon, si on essaie de résumer un peu tout ça, on a donc des choix importants pour les USI, spécialisées ou plutôt polyvalentes. On a vu l'importance de la taille, ni trop petite ni trop grande. Et puis, ce rôle vraiment central de l'USC comme charnière pour fluidifier les parcours et ajuster l'intensité des soins. Finalement, comment on organise tout ça?
C'est loin d'être juste de l'administratif. Absolument pas. Et tout ça, ça ouvre une réflexion intéressante pour finir, une question qu'on peut laisser en suspens. Selon qu'un hôpital choisit plutôt des USI très pointus ou des USI multidisciplinaires, et selon qu'il mise plus ou moins sur ces unités de soins continus, eh bien comment est-ce que ça pourrait jouer sur l'efficacité globale des soins critiques, ou même sur la répartition des ressources face à des besoins qui, on sait, ne cessent d'augmenter. La structure, elle conditionne vraiment la performance.